Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est le grand talk. On démarre maintenant. Un invité nous accompagne pour cette première partie. Il s'agit donc de l'honorable Assaleti Mboko, député maire et candidat à l'élection donc pour briguer les rênes de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Bienvenue, prenez place. On démarre maintenant. Merci d'être avec nous comme tous les soirs. Nous sommes là pour éplucher l'actualité nationale et internationale. Et ce soir, on ne fera pas défaut. Nous sommes au rendez-vous. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, tout en beauté, surtout en merci. Noir. Le noir te va bien, il manquait le jaune. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis. Honorable, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir chers téléspectateurs. Barry, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Honorable Assaleti Mboko, bonsoir. Bonsoir, merci. Sarah, bonsoir. Bonsoir chère Christelle, bonsoir à tous. Merci d'être là. Avant de parler de l'UVICOSI, avant même d'aborder la première actualité, l'info qui cristallisera donc l'attention de notre débat ce soir, nous voulons saluer la mémoire d'un homme de culture, un grand homme qui nous a quittés, qui a fait les beaux jours de la culture en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Gros Bédel, de son vrai nom, Awa Blechi Noël, donc, qui a rendu l'âme dans sa 38e année, dans la nuit du 1er au 2 juillet. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Bédel est un féru de politique. Daouda? Effectivement, comme tu le dis si bien, au-delà d'avoir perdu un homme de la nuit, un homme du showbiz, mais c'était un sympathisant de la politique parce que le Gros Bédel, c'est un téléspectateur que le Grand Talk a perdu. À plusieurs reprises, j'ai surpris des conversations entre le DP Guy Saounion et le Gros Bédel, qui avait des mots pour chacun de nous sur le plateau. Exactement. Quand il ne disait pas à André, mais André, il est un peu chaud. Il disait à Élisée et Daouda, ils sont un peu bizarres. Christelle, elle est encore mou, mais ça va arriver. Barry, bon, lui, on ne le comprend pas bien, donc c'était comme ça chaque jeudi. Mais il est important de dire aux uns aux autres que le Gros Bédel avait un parti politique et un penchant pour un homme politique. C'est ça. Essayez de deviner c'est lequel est parti. Sarah? Tidiane Thiam. Comment tu l'as su? Effectivement. Le Gros Bédel avait un penchant pour le PDCI et était un fervent supporter du tout nouveau président du PDCI, le président Tidiane Thiam. Il était important de le saluer aujourd'hui et lui rendre cet hommage-là parce que véritablement, au-delà de l'homme de culture, c'est l'un de nos téléspectateurs que nous avons perdu. En tout cas, Yako à sa famille, Yako aux hommes de la nuit du showbiz et Yako à tous ses parents et ses enfants. Merci beaucoup, Daouda, pour ces mots bien choisis à l'endroit de celui qu'on appelait le Gros Bédel, qui nous a quittés dans la nuit d'hier à aujourd'hui, du 1er au 2 juillet. Que son âme repose en paix. Revenons donc dans notre émission, on va dire ainsi. Alors, notre premier sujet, avec l'honorable Assaleti Mboko, c'est ce qui se passe à Iré. Et vous êtes sans ignorer justement qu'à Iré, il y a le maire Gilbert Francis Kakou, qui était donc anciennement, premièrement, militant du PDCI. Mais il s'est fait élire sous la bannière du RHDP. Donc il est allé au RHDP, il est devenu maire. Et le mercredi 24 juin dernier, il a décidé de repartir à la maison PDCI. Depuis lors, des voix s'élèvent au niveau de Iré pour réclamer sa démission. Je voudrais donc qu'on puisse échanger là-dessus, mais avant, nous avons un élément, on va commenter ensemble cet élément-là. On regarde. Voilà, nous prenons toute la Côte d'Ivoire en témoin. Voilà, le RHDP a mobilisé sa troupe pour venir perturber le conseil municipal et déloger le maire, Chef Gilbert Francis Kakou, qui vraiment est allé au PDCI. Et vous voyez, les femmes RHDP, très mobilisées, voilà, soutiennent la cause du maire. Et ils disent quel que soit le choix du maire, elles sont avec lui. Voilà, et cela, vous voyez, Amédée Kouakou, je sais de quoi je parle. Le ministre Amédée Kouakou a donné de l'argent à des agents au maire, RHDP. Et depuis hier, ils sont en train de faire signer une pétition en donnant 150 000 francs à chaque comment dirais-je, à chaque... Voilà donc ce qui se passe à Iré. Alors, vous avez bien vu que ces voix qui s'élèvent là sont divisées. Il y a des femmes
qui sont avec le maire et d'autres qui disent qu'il faut qu'il démissionne. Messieurs, différentes réactions. On les prendra maintenant. Commençons par vous, Daouda. Merci beaucoup, Christelle. Avec ce qu'on vient de voir, je pense qu'à plusieurs reprises sur ce plateau, moi, j'ai été clair à la matière par principe. Par principe, j'ai été toujours contre la transhumance. Vous vous rappelez, lorsque Kalou Bonaventure est parti au RHDP, j'ai estimé que c'était de la félonie, c'était de la trahison vis-à-vis des populations qui ont voté pour nous. Donc, à la matière, pour le principe, je suis contre. Mais la deuxième chose que je trouve assez bizarre, c'est que le fait que les populations, certaines populations s'élèvent pour s'indigner du fait qu'ils estiment avoir été trahis, moi j'estime que c'est légitime de leur part. Parce qu'ils estiment avoir été trahis, donc ils demandent la démission du maire. Mais à la matière, n'étant pas un sachant du domaine territorial et des collectivités territoriales, je pense que Dieu merci, on a le maire Attalé Teboko qui est avec nous ici. Oui, après le tour de parole, sûrement, il nous dira qu'est-ce qu'on peut faire à la matière. Mais je pense qu'il y a des voies et moyens pour faire démettre le maire. Mais je ne pense pas que la violence ou la barbarie soit la solution. Mais pour moi, par principe, je ne suis pas d'accord avec. Alors, cette vidéo amateur qui a fait des allégations, d'accusations de certaines personnalités ou qui a cité quelqu'un nommément, pour l'instant, nous n'avons aucune preuve de ce que ces allégations-là soient vraies. Il était bien de le préciser. Élisée Boloubeu, comment est-ce que vous réagissez à cette actualité chaude du côté de Iré? Non, moi, je pense que, conformément à ma philosophie habituelle, ça, c'est des choses qu'il faut totalement interdire. Ce n'est pas honorifique pour nous, Ivoiriens, ce n'est pas honorifique pour les partis, pour le RHDP en réalité. Moi, je pense que ce n'est pas du tout honorifique. C'est votre droit de ne pas être d'accord du fait que quelqu'un que vous avez élu aujourd'hui aille déposer ses valises ailleurs. C'est votre droit de ne pas être d'accord. Mais on est dans un état de droit. À longueur de journée, nos autorités politiques le chantent. Le gouvernement le dit, on est dans un état de droit. Et quand on est dans un état de droit, on suit la loi. C'est ça. Et que dit la loi justement en la matière? Non, il y a des mécanismes. Quand on n'est pas content de quelque chose... Attends, vous et moi, si aujourd'hui, une situation se passe dans notre quartier qu'on n'est pas d'accord, est-ce que c'est pour autant qu'on va barricader tout le quartier, on va commencer à se manifester? Non, pas du tout. On a des voies, des moyens de recours. Soit on s'adresse au chef du quartier avec un courrier en bonne et due forme, soit on s'adresse au maire avec un courrier en bonne et due forme. On demande même une audience pour exposer nos griefs, mais pas d'aller à l'enfant. Vous avez vu le spectacle que ça donne là. C'est pas très bon. On a 16 mois d'une élection présidentielle. Est-ce que c'est utile, ça, là, ce spectacle-là? Est-ce qu'il est utile? Et là, on voit donc des gaz lacrymogènes. Moi, je pense que, honnêtement, je ne vais pas passer par le dos de la cuillère. J'espère que dans les heures à venir, les jours à venir, le RHDP va réagir vis-à-vis de ça. Parce que ça, franchement, ce n'est pas honorifique. Et si tant est que, je dis honnêtement, si tant est que les allégations évoquées dans cette vidéo-là sont avérées, objectivement, le RHDP doit prendre des sanctions à l'endroit vraiment des instigateurs. Contre qui? Non, à l'endroit des instigateurs. J'ai dit, si tant est que c'est avéré, ils doivent prendre des distinctions à l'endroit des instigateurs. Ce n'est pas normal. La dernière fois sur ce plateau ici, j'ai répété, j'ai dit du pouvoir et l'opposition. Qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire a intérêt à ce que le tissu social soit le plus apaisé possible? Mais c'est le pouvoir. Mais pourquoi tous les jours, des gens qui se réclament du pouvoir sont les premiers à brandir ou bien à poser ces gens d'actes? C'est pas normal. Mais là, c'est les populations qu'on a vues. Hein. Elles ont brandi des pancartes. On a bien vu, c'est parce qu'on ne nous a pas montré. On a vu RHDP, mais ça a été dit même, la raison pour laquelle elles veulent tout, c'est parce qu'il a décidé de quitter le RHDP pour aller au PDCI. Tout à fait. Voilà, donc je pense que ça aussi, il faut à un moment donné que les populations comprennent, surtout certains militants, parce que je ne vais pas accuser tous les militants, certains militants du RHDP comprennent que ça ne sert pas au président Alassane Ouattara, ça ne sert pas au RHDP. Très bien. Voilà, parce que le président même là, dans ses prises de parole, dans son attitude, on voit de l'élégance, on voit de la civilité. Ce n'est pas normal que des gens qui se réclament d'eux se comportent de cette manière. Très bien. Et ils ne servent pas le chef de l'État. Et ça, c'est important qu'on leur dise aussi. Barry, votre point de vue là-dessus, certains disent pourquoi il est parti au PDCI, il doit rester au RHDP. Sur certaines pancartes qu'on a vues, puis certaines vidéos, on a vu le traître GFK, parce que ce sont les initiales. Quel commentaire cela appelle de vous, Barry? Mon commentaire, que c'est une question de crise dans la socialisation politique, en fait. Il y a beaucoup de militants qui ont besoin de rééducation politique. Pas qu'on se le cache, ce n'est pas la première fois qu'on voit des gens faire n'importe quoi, n'importe où. Dans la vidéo, c'est quel bâtiment, c'est quel édifice public qu'on voit? C'est la mairie. Mais est-ce que ça honore
les habitants de Iré et surtout la mairie de Iré. Je dis non. Mais tout ça, ça continue parce qu'il n'y a pas de sanctions. S'il y avait des sanctions, je pense qu'on aurait évité beaucoup de choses. Il vous souviendra qu'il y avait des élections des délégués, je ne sais plus si c'est dans le Kabadougou, où quand même des machettes sont sorties. Tout à fait, tout à fait. Voilà, il y a eu des violences. Et ce n'est pas que propre au RHDP. C'est qu'on a tendance souvent à passer de la démocratie du débat des idées à la démocratie de l'émotion et des foules. Et la démocratie des émotions et des foules, c'est très dangereux parce que ça appelle la violence. Et tout ce qui est violence est condamnable. Vous avez posé la question à Élysée sur la loi. Justement, il y a la justice. S'ils ne sont pas contents, qui partent saisir les autorités compétentes. Mais pourquoi vouloir à chaque fois se faire soi-même justice? Parce que là, ils pénètrent la mairie. Oui. Normalement, les services de sécurité devaient quand même assurer Oui, on a vu qu'ils ont été gazés, certains manifestants ont été gazés. Mais c'est quand ils ont été à l'intérieur de l'édifice. Bien sûr. Mais qui sait ce qui aurait pu arriver aux personnalités qui étaient à l'intérieur de la mairie? Ce n'est pas quelque chose d'honorable. Et je pense que pour moi, le RHDP, qui est le parti indexé, à travers ses services, devait déjà pondre un communiqué pour expliquer que c'est à condamner. Maintenant, deuxièmement, je peux comprendre la déception des militants. Des populations. Parce que la transhumance, excusez, mais c'est une forme de trahison. Et ce n'est pas que propre. Il y a des candidats indépendants qui vont draguer les électeurs, qui se font élire sous la bannière indépendante et qui 2 semaines après se souviennent qu'ils ont un parti politique et ils reviennent. Est-ce que la violence excuse tout, Barry? Non, la violence, moi, je suis par principe Très bien. contre la violence. Je suis pour le débat. Très bien. On n'est pas d'accord, on l'exprime de vive voix, mais pas dans la rue. Ou bien on saisit, comment dirais-je, la justice pour être rétabli dans ses droits. Sarah, on se rend compte qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, la politique et la violence font toujours bon ménage. Malheureusement, on assiste à cette scène aujourd'hui, mais bon, on en comprend. Faut en comprendre les raisons. Je ne justifie pas, bien sûr, la violence, mais on a... vous voyez, changer de parti politique, j'ai envie de dire, pourquoi pas, si on se réveille un matin et qu'on a une idéologie complètement différente de celle qu'on avait. Mais quand on est un homme élu sous la bannière d'un parti politique, on représente ce parti politique, on a été élu en partie car on appartient à ce parti, ce n'est pas correct de changer de parti en cours de mandat. Donc évidemment, la perception de la trahison, elle est tout à fait valide. Et comment elle doit se manifester chez les populations, justement, cette trahison? Alors moi, j'aurais souhaité qu'on on ait peut-être un petit peu plus le temps, mais qu'on regarde ce qui est prévu peut-être dans le code électoral. Justement, Il devrait y avoir des lois qui nous permettent justement d'empêcher ce genre de mouvement, de changement de parti politique quand on est sous mandat. Ça n'a aucun sens. Après, évidemment, il peut y avoir des raisons politiques, des raisons personnelles, des raisons électoralistes. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un désaccord en interne qui fait que... il y a des divergences avec la ligne politique actuelle. Quelle que soit la raison, il ne devrait pas être possible de changer de parti politique en plein mandat. Je veux dire, c'est... Bon, si ça arrive, Sarah, est-ce qu'on est d'accord que la violence n'est pas la solution? La violence n'est jamais la solution à rien parce qu'on ne veut pas... On ne veut pas que des vies soient perdues pour des questions de calcul électoral, pour des questions de politique. On a déjà vu ça, on ne veut plus jamais revoir ça. Il n'y a absolument rien qui puisse justifier ça. Maintenant, ce genre de retournement de veste devrait être encadré par le code électoral. Justement, avec Assalé, on va regarder ce que disent les textes. Honorable, que disent les textes en Côte d'Ivoire? Est-ce que la transhumance politique est autorisée? Ça s'est fait, on le voit, mais que disent les textes? Et quand ça arrive et que les populations se sentent trahies, comme Daouda l'a dit, quel est le recours de ces populations? Est-ce que les textes prévoient cela? Nous vous écoutons. Alors, les images que vous avez diffusées m'inspirent plusieurs commentaires. Le premier, c'est que il y a une loi en Côte d'Ivoire qui permet de financer les partis politiques qui sont représentés au Parlement ou qui ont des élus municipaux assez conséquents. Et ce texte-là dit que les partis politiques doivent utiliser cet argent pour éduquer leurs militants à l'esprit démocratique. On a là la preuve manifeste que les partis politiques ne font pas leur travail, puisque leurs militants ne savent pas à quel moment il faut manifester, à quel moment il faut attendre que les institutions agissent. Première observation. La deuxième observation, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune loi qui interdise à un élu
d'une bannière, sous une bannière, d'aller dans un autre parti. Aucune loi n'interdit cela. Et donc, le maire de Iré Et dans ses droits. peut aller au RADP, pardon, peut aller au PDCI. Après, ça pose un problème d'ordre éthique. Et c'est là qu'on comprend le sentiment des populations. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, je suis l'un des élus qui se bat sur ces questions, qui dénonce la transhumance des élus. En Côte d'Ivoire, il y a une loi qui interdit la transhumance des militants. Mais pas celle des élus. Pas des élus. Alors qu'il y a une loi qui punit de peine d'emprisonnement les citoyens ivoiriens qui quittent une zone pour aller voter dans une autre zone. C'est puni. Mais la même loi ne punit pas les élus qui eux-mêmes sont les exemples, qui doivent représenter la nation, qui eux peuvent se permettre toutes les transhumances. Donc, aucune loi n'interdit cela, et donc le maire l'a fait, aucune loi le condamne. Donc c'est un problème d'ordre éthique. Après, est-ce que les populations ont le droit d'aller chercher à démettre sortir le maire de son sortir le conseil maire? municipal? C'est un acte totalement illégal qui devait être puni par la loi. Les forces de l'ordre à Iré devraient faire des procédures pour retrouver les instigateurs et les punir conformément à la loi. En Côte d'Ivoire, il y a des procédures qui indiquent comment démettre un maire, comment révoquer un maire, comment suspendre un maire. C'est la loi de 2012 sur l'organisation des collectivités. La loi 11-28 du 13 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement des collectivités territoriales. L'article 73 dit clairement qu'il y a deux façons de révoquer un maire. Il y a ce qu'on appelle la suspension, qui est du ressort du ministre de l'Intérieur. Si un maire refuse d'accomplir des fonctions qui sont indiquées par la loi, le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté ministériel, le révoquer. Si un maire commet une infraction d'ordre pénal, c'est-à-dire qu'il détourne l'argent de la collectivité ou bien qu'il fait des prêts avec les ressources de la collectivité, en ce moment-là, c'est une faute de gestion. Et là, en Conseil des ministres, le président de la République prend un décret pour le révoquer. Voilà les deux situations dans lesquelles on peut révoquer un maire. Au-delà de ça, le Conseil municipal lui-même, qui peut se saisir de l'affaire. S'il y a un blocage au niveau du Conseil municipal, en ce moment-là, le Conseil peut être dissous par le ministère de l'Intérieur. Et dans ce cas, le maire est révoqué et une autre élection peut être faite. Voilà ce que la loi dit. Donc, les populations n'ont aucune possibilité de réclamer. Ils peuvent réclamer, manifester certains droits en Côte d'Ivoire. C'est ça. Après, ils peuvent réclamer, mais de façon légale, ils n'ont pas les moyens de demander au maire de démissionner et donc, sous la pression, l'obliger à démissionner. Donc, voilà donc ce que prévoit la loi. Et par conséquent, ce qui a été fait aujourd'hui est totalement illégal. Il faut qu'on en ait cela. Daouda? À l'aune de ce que le maire Assalé vient de dire, député maire Assalé vient de dire, moi, l'analyse que je fais, c'est que quelque part, est-ce que les populations de Iré ne sont pas dans une situation où ils veulent mettre pression sur le conseil? Parce que, à la vérité, les populations ne votent pas pour la tête du maire. C'est une liste. Ils votent pour une liste. Et c'est le conseil qui va maintenant, après, élire le maire. Donc, techniquement, en faisant ce genre de manifestation, parce qu'on ne sait pas dans le conseil de Iré qui est majoritaire. Parce que si je me dis, si c'est le RHDP qui est majoritaire, est-ce qu'ils ne vont pas créer un blocage de sorte à ce que le ministère de l'Intérieur puisse s'auto-saisir de l'affaire pour le démettre et après mettre une deuxième élection? Mais j'aimerais faire une précision à Élysée très rapidement qui disait que le RHDP devait sortir. Moi, je me suis posé une question parce qu'il devrait faire un communiqué. C'est ce que tu as dit. Il devrait réagir. Il devrait réagir, c'est bien ça. OK. Moi, je veux dire finalement, avec la vidéo que je vois, je me demande comment est-ce que le RHDP doit réagir parce que dans la vidéo, celui qui commente la vidéo, il dit clairement les femmes du RHDP soutiennent le maire. On n'a pas la oui, réalité. Mais je veux dire que techniquement, au vu de ce qu'on entend, il y a un groupe qui est contre le maire, il y a un autre groupe qui est pour le maire. Donc moi je veux dire, il faudrait pouvoir nuancer à ce propos-là en fait, pour ne pas dire réagir. La réaction, j'aimerais bien la comprendre, de quelle réaction on parle concrètement. Élysée réagit rapidement avant d'avoir l'honorable. C'est très simple. C'est ce qu'il est en train de dire. Je prends même le cas du parti, du même parti. S'il y a un conflit entre deux leaders dans le parti, qu'est-ce que le parti fait? Le parti va réagir, le parti doit trancher, il doit régler le problème. Donc, d'une manière ou d'une autre, le parti va réagir. Que ce soit des soutiens du maire ou pas des soutiens du maire, que ce soit RHDP ou que ce soit RHDP d'un côté, RHDP d'un autre côté. Le parti doit réagir, doit condamner déjà ça, parce que ça montre une indiscipline de parti déjà. Parce que dans le même parti, des clans se forment déjà de part et d'autre et il y a des affrontements où il y a des violences comme ça, il y a une réaction du parti quand même. Ça, c'est normal d'un premier temps. Donc, le parti doit pouvoir réagir, même si c'est dans le cadre du parti, pour des mesures disciplinaires, toujours est-il que le parti doit réagir. C'est ce qui est normal en fait. Est-ce que c'est possible rapidement, très rapidement. Parce qu'en même temps, la question que moi je me suis posée, et je parle sous votre contrôle, c'est qu'aujourd'hui, on a vu des députés, des maires
du PDCI et d'autres partis aller au RHGP. Leurs militants, à aucun moment, ne se sont, ils se sont indignés de quoi que ce soit. Aujourd'hui, est-ce que les militants du RHGP ne sont pas en droit de s'indigner? Peut-être que, par exemple, vous n'avez pas exercé votre droit à l'indignation. Alors, s'indigner, mais s'indigner comment? Non, je ne suis pas pour la violence. Ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, cette situation peut interpeller politiquement la classe politique ivoirienne. Est-ce que nous ne sommes pas là en face d'un ras-le-bol qui commence à prendre effet dans le pays? Parce que cette façon de faire, sur le point de la transhumance de se faire élire sous une bannière et après de bifurquer pour aller ailleurs, va commencer petit à petit à sédimenter et à pousser les Ivoiriens à se dire, eh bien dis donc, il faut que la classe politique inspire confiance. Parce que vous savez, depuis 2022, j'ai fait une proposition de loi qui est encore au Parlement, qui n'est même pas encore programmée, dans laquelle je demande à ce qu'on prenne une loi pour interdire qu'un élu sous une bannière, en plein mandat, tire sa bannière là. Est-ce que c'est possible, honorable? Mais c'est possible. Il y a plein de pays où c'est prévu. Et donc, ce qui est logique d'ailleurs. Ce n'est pas normal qu'on se fasse élire sous une bannière et qu'en plein mandat, on démissionne de ce parti pour aller ailleurs. Il faut que l'élu en question dépose le mandat et aille dans le parti où il veut partir sans le mandat. On fait une nouvelle élection. Et on choisit. La population va décider en connaissance de cause s'il le maintient ou s'il le révoque. Parce que cette façon de faire est une trahison. Donc, c'est qu'on peut le condamner sur le plan pénal parce qu'il y a un désordre, mais en même temps, ça interpelle politiquement tous les acteurs politiques ivoiriens, que de plus en plus les Ivoiriens vont refuser d'être ainsi manipulés par des candidats qui viennent se présenter et après qui vont monnayer leur élection ailleurs. On prend le point de Barry, on termine sur ce point. Barry? Tant que les acteurs politiques verront les élections comme des gains, des formes de gains, cette réalité-là va continuer. Parce que c'est ce qu'ils font à la réalité. Je vais prendre l'exemple des candidatures indépendantes. Vous partez, votre parti ne vous choisit pas. Les populations vous font confiance. Elles vous élisent. Ce n'est pas le parti. Parce que le parti a un candidat. Vous le battez. 2 semaines après, vous vous retournez et vous remettez le mandat au parti. Mais ça veut dire que vous avez trahi les populations. Ici, le député, et pas lui, le maire, pas lui seul, pour une question d'éthique politique, pour moi, le député, il a raison, il faut une loi pour sanctionner. On ne peut pas comprendre que la transhumance des populations soit punie par la loi. Et puis les élus, ils font ce qu'ils veulent. Ils changent de parti selon leurs humeurs. Mais ce n'est pas normal. Très bien. La loi doit être pour tout le monde. Vous voyez que s'il y a une loi qui encadre ça, vous n'aurez plus de transhumance politique post-électorale. Alors, honorable, vous-même, vous avez lancé un mouvement politique de rupture qu'on appelle aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire. Si cela devient un parti politique, il serait donc interdit pour vous un jour de vous retrouver sous une autre bannière pour parler politique. Oui, mais moi, j'ai donné l'exemple. Je suis élu depuis 2018. Vous avez vu que le mouvement d'indépendants qui ont transhumé dans les partis politiques, je n'en fais pas partie. J'ai toujours dit que je ne trahirai jamais la confiance des populations de Tia Salé. Vous savez qu'en politique, on ne dit jamais jamais. Non, moi, je ne le ferai pas. Parce que ça fait quand même 6 ans que je suis élu maire. Et si je devais être trahi, je l'aurais déjà fait. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué. Et donc, moi, je dis que quand on est élu, on incarne des valeurs, on incarne un exemple. Il faut qu'on participe à sensibiliser, qu'on participe à éduquer la masse. Si les élus n'ont pas de parole, s'ils n'ont pas de valeurs qu'ils portent, et qu'ils peuvent tous se permettre, dans un système démocratique, ça contribue à éroder la confiance des Ivoiriens dans la classe politique ivoirienne. Cette façon de faire, des partis, vous voyez, c'est un peu l'hypocrisie. Vous avez vu au municipal dernier, tous les partis politiques, de façon vraiment vigoureuse, ont combattu les indépendants. Condamné, bien sûr. Il y en a même qui ont été limogés de leur fonction. Mais repris dernièrement. Mais après les élections, dans le silence, ils sont tous revenus dans leur parti politique. C'est cette hypocrisie que je dénonce et que je veux encadrer par une loi. Très bien. Si on prend une loi pour dire on punit de peine d'emprisonnement les citoyens ivoiriens qui font de la transhumance et les élus eux-mêmes, désormais, si vous êtes élu sous une bannière, pendant 5 ans, vous n'avez pas le droit d'aller ailleurs. Si vous voulez partir ailleurs, le mandat, vous le remettez sur le tapis. On va à une nouvelle élection. Si vous êtes élu, en ce moment-là, c'est en connaissance de cause que le peuple vous a désigné dans ce parti-là. Sinon, cette façon de faire, pour moi, est une trahison de la confiance. Parce que le vote est un contrat social. Très bien, honorable. Voilà, ce contrat-là, vous ne le mettez pas en piétinement.
sans la volonté des gens. Et justement, c'est à cause de vos valeurs que vous voulez être le responsable, on va dire le président de l'UVICOSI, Oui. l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui est une vieille association qui existe Oui. depuis le 6 juillet 1983, Oui. maire depuis 2018, député maire. Est-ce que vous avez le coffre pour être président de l'UVICOSI après de tels noms comme Martin Kouakou, Jean Konambani, Ernest Nkoumomobio, François Albert Amichia, Gilbert Koné-Kafana, Paulin Claude Danho, aujourd'hui candidat à sa propre succession? Alors d'abord, je voulais vous rappeler que l'UVICOSI n'est pas une institution de l'État de Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est une association privée qui a ses statuts et son règlement intérieur. Ce n'est pas une affaire de coffre. Pour être candidat à l'UVICOSI, il faut être d'abord maire. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez une légitimité à vouloir représenter vos collègues maires au sein de l'association qu'on appelle UVICOSI. Je suis élu maire depuis maintenant 6 ans. J'ai été élu une fois, deuxième fois en décembre dernier. Donc de ce point de vue, j'ai une légitimité à vouloir représenter les maires. Première chose. Deuxième chose, l'UVICOSI est une autre fêtière. On dit bien Union des villes et communes de Tout à Côte d'Ivoire. fait. D'ailleurs, je vais changer le nom parce que j'estime que le nom n'incarne pas les tests de l'UVICOSI. C'est quel nouveau projet? À l'époque où on créait l'UVICOSI en 1983, il n'y avait pas autant de communes. À la limite, les mêmes étaient désignés par le président de la République. Il n'y avait pas les régions, il n'y avait pas les districts. Donc, il y a une nouvelle nomenclature administrative. Donc, je vais en faire maintenant l'Union des maires de Côte d'Ivoire. L'Union des maires. Voilà, Union des maires. Ça incarne mieux les valeurs que nous voulons porter. Deuxième chose. Et donc, troisième chose, ça fait 20 années, 20 ans que l'UVICOSI est dirigé par des membres du gouvernement. Vous savez, pour moi, ça pose un problème d'ordre éthique. C'est l'association des maires et elle a pour vocation de créer de la solidarité entre les élus locaux. Elle a pour vocation de protéger moralement et matériellement les élus locaux et donc de défendre leurs intérêts. De faire en sorte qu'en tant que partenaire de l'État, nous contribuons à adresser les questions de la décentralisation et du développement local. Alors, comment l'UVICOSI, qui est partenaire de l'État, peut être dirigé par un membre du gouvernement qui lui-même est lié par le principe de solidarité gouvernementale? Pour vous, il y a un problème à ce niveau. Moi, ça pose un problème. La preuve, ça fait 20 ans que l'UVICOSI est dirigé par des ministres et qu'en termes de gains, la fêtière n'a rien obtenu. Les maires n'ont pas de statut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est là, c'est un paradoxe parce que les maires sont des agents de l'État. Un maire, il est officier d'état civil et il est officier de police judiciaire. C'est les seuls agents de l'État en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de retraite. Très bien. Vous voyez? Donc, c'est des questions extrêmement importantes qui intéressent aujourd'hui les élus de Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'UVICOSI n'est pas adversaire des maires de l'État. L'UVICOSI est partenaire de l'État. Donc, je vais prendre l'UVICOSI, je veux que mes collègues me donnent cette force-là d'avoir l'UVICOSI pour que je porte la voix des élus. Très pour bien. que l'UVICOSI soit en dehors de l'appareil gouvernemental et porter effectivement la voix des élus. On l'a déjà fait. On va écouter Sarah, qui a une question. Oui, votre honorable. Dans une lettre, vous dénoncez une organisation qui est paralysée Oui. ces dernières années, avec des maires qui ne participent plus trop aux réunions, Oui, qui ne oui. payent plus leurs cotisations. Il y a un désintérêt. Quelles sont, selon vous, les raisons de ce désintérêt? Et comment vous comptez redonner envie aux maires de s'impliquer au sein de cette organisation? Et quelles sont vos priorités concrètes? Alors, c'est des questions très... Effectivement, On va essayer de les regrouper en une, très pour factuel. que tout le monde puisse parler. C'est très factuel. Effectivement, il y a un constat. Les maires se désintéressent de plus en plus de l'UVICOSI. La preuve, il y a moins de 30% de communes qui cotisent. 30%. Sur les 201 maires, vous avez moins de 30% qui cotisent. Au point où l'UVICOSI veut aujourd'hui modeler ces textes, réformer ces textes pour faire de la cotisation une sorte de prélèvement à la source. C'est-à-dire que maintenant, le maire ne prendra plus un mandat, donc c'est comme une sorte d'obligation. C'est ça. On va prélever à la source les cotisations. Ça démontre qu'il y a un problème. Parce qu'on ne cotise que lorsqu'on a confiance dans un instrument. C'est un premier fait. Deuxième fait, la preuve est là, quand on va aux réunions de l'UVICOSI, c'est désert. Les maires ne vont pas aux réunions. C'est un constat. Ça veut dire qu'il y a un désintérêt croissant des élus vis-à-vis de l'appareil. Et donc aujourd'hui, il y a qu'on reconstruise la confiance. Parce qu'effectivement, le fait que l'appareil, la machine soit dirigée par un membre du gouvernement a pour conséquence de paralyser l'appareil. Ouais, je vais vous donner 3 exemples concrets. Il y a 2 ans, l'État de Côte d'Ivoire, sans concertation avec les maires, a voulu instituer ce qu'on appelle le contrôle financier de la collectivité. Vous savez qu'en matière de gouvernance locale, le contrôle financier est un piège. C'est un piège. Il met un Pourquoi? obstacle à la gouvernance. Parce que Pourquoi? ça paralyse le fonctionnement. Et le conseil municipal se met en dessous d'un fonctionnaire, ce qui est totalement contraire à l'esprit de la décentralisation. Lorsqu'il a fallu aller aux négociations avec le gouvernement, l'UVICOSI s'est retrouvé paralysé parce que c'est une décision du gouvernement.
Le président de l'UBIC aussi était membre du gouvernement. Comment il allait se positionner vis-à-vis du gouvernement par rapport à ces questions? C'est moi, en tant que maire d'Ité Salé, qui suis monté au créneau, qui suis allé rencontrer le Premier ministre, le ministre du Budget, pour cette question-là. Et après, finalement, on a fini par faire suspendre cette décision le temps qu'on revoie la loi. Donc vous voulez nous dire que sans vous, cette loi-là serait donc passée? Non, peut-être que l'État n'aurait pas perçu qu'il y avait matière à regarder de près cette question. Très bien. Et donc, ça a été suspendu le temps qu'on regarde de près. Ensuite, il y a eu une question par rapport aux cotisations, pardon, au code pas d'impôt, l'État révèle des impôts aux collectivités. Pendant 7 mois, c'est resté bloqué. On ne savait pas pourquoi, mais pendant 7 mois, les collectivités ont fonctionné sans aucune ressource. Et comment ça a été débloqué? Il a fallu que je monte au créneau. Encore vous? Ah ben voilà, il a fallu que je prenne la parole. Vous nous dites ici que vous êtes l'homme providentiel. Non, pas personne n'est un homme providentiel. Il faut qu'on assume les responsabilités que les populations nous confient. Un maire a vocation à réclamer les ressources qui appartiennent à sa collectivité. Très bien. Et donc, la fêtière n'a pas porté le combat, on a été le faire. Et dernier exemple, il y a 2 ans de cela, dans un rapport officiel du Parlement, il a été écrit que les maires de Côte d'Ivoire, à 90%, sont des voleurs. Dans un rapport officiel du Parlement. Un rapport officiel du Un Parlement. rapport officiel du Parlement. Je me suis opposé à ce rapport. Il y a eu un vrai débat au Parlement, jusqu'à ce que le ministre du Budget intervienne et que ce rapport soit corrigé. Vous voyez, ça veut dire que, sans être à la tête de l'UBIC aussi, tous les grands combats, j'allais dire presque structurants, ces 2 dernières années, c'est moi qui les ai portés. Autant que je prenne l'appareil pour que les maires se sentent maintenant défendus, sans qu'on aille contre le gouvernement, mais qu'on explique au gouvernement ce qui ne va pas. Vous voyez, par exemple, je termine dessus. On termine. Ça fait 13 années que les maires n'ont pas eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État. 13 années. Nous sommes dans le développement local. Le chef de l'État, il planifie le développement national. Les élus locaux que nous sommes le rempart de l'État contre les chocs sociaux. Mais en 13 années, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État pour lui parler, j'allais dire, en direct. Il faut bien que... Vous avez sollicité une audience? C'est pas à nous de tout c'est la fêtière de faire ce travail. Vous portez souvent les combats, je demandais juste si vous aviez... C'est la fêtière de faire le combat. Très bien. Mais si la fêtière est paralysée par le fait que le patron est au gouvernement, il y a un problème parce que le président de l'UBIC, c'est ministre de l'État, ne peut intervenir sur aucun dossier qui concerne les collectivités parce qu'il y a un ministre chargé des collectivités, qui est le ministère de l'Intérieur. Vous voyez? Donc, le fait d'être ministre, en réalité, n'apporte strictement rien en plus-value à la fêtière. Honorable, écoutons Daouda, une question pour vous. Ce que je peux dire là-dessus. Voilà. La question est de qui? De moi. Daouda. Oui, allez-y, Daouda. Mr. Saleh Temogo, je vous écoute longuement. Quand je regarde le combat que vous apprêtez à mener, ça me fait penser à un combat dans la Bible. David contre Goliath. Qui est Goliath et qui est David? Oui, parce qu'on a David qui est assis en face de nous. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, lui, aussi, vous le disiez tantôt, c'est géré par des ministres qui sont maires. Comment vous comptez gagner cette bataille quand on sait qu'aux dernières élections municipales et régionales, le RHDP a raflé toutes les voix? Comment vous comptez vous convaincre ces gens qui croient fermement, dur comme fer, à la discipline du parti? Alors, je vais vous dire une chose. Ce serait une grave erreur que les calendriers ou agendas politiques des partis politiques se déportent à l'UBIC aussi. Même à l'Assemblée, c'est comme ça. Non, je vais y venir. Vous savez, les maires ne raisonnent pas comme ça. C'est vrai qu'il y a la discipline des partis. Oui. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas contre un parti politique, je ne suis pas un opposant. Je suis un citoyen ivoirien qui considère que ce qui ne va pas dans le pays doit être dénoncé. Et je le fais avec les preuves que je donne toujours. Je suis candidat à l'UBIC aussi parce que j'estime que les maires de Côte d'Ivoire ont des messages à passer. C'est vrai, si mes collègues du RHDP, qui sont près de 166, 201, veulent voter en tenant compte de la discipline du parti, en tenant compte des instructions qu'ils auraient reçues, ça veut dire que je ne peux pas gagner les élections. Et qu'un candidat qui serait présenté par le parti a toutes les chances de gagner. Mais si on raisonne ainsi, autant ne pas se présenter. Parce qu'il y a des problèmes tellement profonds au sein de l'UBIC aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a des maires qui sont dans les zones du nord, par exemple, du pays, qui ont un budget d'à peine 35 millions. Et quand ils finissent leur mandat... L'année. OK. L'année. Quand ils finissent leur mandat? Quand ils finissent leur mandat et qu'ils sont battus aux élections, ils repartent à la maison à pied. Parce qu'ils donnent les meilleures années de leur vie à la collectivité, mais quand ils s'en vont, l'État, la République ne leur reconnaît rien du tout.
Très bien. Ça, là, c'est des questions qui transcendent les partis politiques. Et donc, les maires ne réagissent pas par rapport aux partis politiques. J'estime que cette affaire-là, les maires doivent agir en tenant compte de leur propre situation dans la gouvernance locale et faire en sorte qu'il y ait un élu qui puisse porter leur voix auprès du gouvernement. Vu le temps, écoutons Élisée et puis ensuite Barry. Honorable, moi je vais être direct avec vous. Est-ce que cette volonté de conquérir l'UVICOS ne s'inscrit pas dans une ambition globale, celle-là de pouvoir tracer votre chemin vers le Saint Graal, je veux dire national, à savoir la présidence de la République? Prenant l'UVICOS déjà, ce n'est pas pour vous une manière de tracer, de vous ouvrir le chemin, surtout que vous avez été clair une fois sur ce plateau, a dit que, et je suis d'avis avec vous, tout Ivoirien autant que nous sommes, on a droit à rêver, à l'ambition d'être chef de l'État. Oui, mais ça n'a pas de lien en fait. Ça s'entend quand même, c'est un point qui s'entend. Non, c'est un point qui s'entend, mais ça n'a pas de lien avec ce que je suis en train de faire. Ça n'a absolument rien à voir avec une ambition, elle a dit, nationale, présidentielle. Le VICOS, je le répète encore une fois, est une organisation privée qui appartient au maire de Côte d'Ivoire. Et j'estime que les problèmes que nous avons sont tellement sérieux qu'il faut que la fêtière soit structurée avec des élus qui portent maintenant leur voix et qui mènent les combats jusqu'au bout. Aujourd'hui, tous les maires de Côte d'Ivoire, qu'ils soient du PDCI, du PPACI, du RADP ou même de d'autres partis ou indépendants, ont une seule demande. Que, enfin, l'État de Côte d'Ivoire leur reconnaisse un statut. Les députés ont un statut. Les présidents de conseils régionaux, regardez même la différence. La loi que je viens de citer, 2012, qui permet de faire les élections municipales et régionales. Quand la tête de liste à la région est élue, la liste est élue, la tête de liste est automatiquement le président du conseil. C'est cela. Mais au niveau municipal, quand la liste est élue, la tête de liste doit se soumettre à une élection du conseil. Et vous savez que très souvent, par des procédures de corruption, la tête de liste est renversée par un conseil qui est après acheté. C'est un deux poids deux mesures que nous devons corriger. Et ça, il y a plein de maires qui sont députés, il y a plein de maires qui sont sénateurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le président du Parlement qui est un maire, la présidente du Sénat qui est élue, maire d'Abobo. Et donc, c'est une occasion unique pour que des élus s'asseyent sans distinction de partis politiques, réfléchissent à faire régler définitivement la question du statut. Ce n'est pas une affaire de partis politiques, je pense qu'on doit en sortir. Écoutons Barry. Alors, monsieur le maire, vous croisez le fer avec deux mastodontes du parti au pouvoir, monsieur Dao Paulin et monsieur Amadou Koné. Quelles sont les forces du candidat Assalé Tiemoko face à ses adversaires? Bon, je ne sais pas si le président sortant Dao est candidat, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est le vendredi, le 5, à l'AG élective, qu'on aura les candidatures officielles. Maintenant, je sais que, je sais que mon collègue, le maire de Boaké, est annoncé comme étant candidat. Donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a des visuels qui passent sur les réseaux sociaux, tout le monde voit. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on est... Est-ce que vous avez des chances au-delà d'avoir un projet? Mais je pense que j'ai toutes mes chances. Mais en même temps, ce qu'il faut noter, j'ai une philosophie, je prends toujours la parole de Nelson Mandela. Je dis toujours que je ne perds jamais en fait. Vous gagnez toujours. Soit je gagne ou soit j'apprends. D'accord? Et donc, ça va être une expérience pour moi d'aller parler à mes collègues le vendredi dans cette salle où on va se réunir à Yamoussoukro pour leur présenter un projet. Pour leur dire, voilà ce que je pense qu'on peut faire pour être plus efficace, pour être plus proche de nos populations, pour gérer nos collectivités. Et que l'État nous écoute mieux. Si on considère que 20 ans après qu'on ait mis des ministres à notre fêtière, vous savez, Einstein l'a dit, répéter chaque fois la même chose, en espérant un résultat contraire, c'est un peu bizarre, hein? D'accord, c'est un peu compliqué. Et donc je pense que l'occasion est venue pour qu'on remette l'UVICOS entre les mains des maires pour qu'ils agissent pour les maires. Et moi je suis prêt aujourd'hui à aller dans les 201 communes, dans la proximité, rencontrer mes collègues, écouter les populations pour leur rendre la monnaie de leur élection qu'ils nous ont accordée pour que les maires se sentent pris en compte dans la chose. Il nous reste 5 minutes, on va le partager entre Daouda et Sarah. Allons-y. Oui, alors très rapidement, Une seule question. Honorable, je vous ai écouté attentivement, mais excusez-moi, je n'ai pas l'impression que vous avez concrètement répondu à ma question. C'était laquelle? Je voulais savoir quelles étaient vos priorités concrètes. Vous avez dénoncé la gouvernance, les cotisations, mais j'ai envie de vous entendre sur vos priorités concrètes. Il y a la promotion des forêts communales et régionales qui est très importante, des dispositifs d'insertion professionnelle qui sont à mettre en place entre communes. J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît, sur des propositions concrètes, contrairement aux opposants. Alors, moi, je suis maire. Donc, je suis dans l'écosystème des maires. D'accord? Donc, je connais les réalités des maires aujourd'hui. Le VICOS est une fêtière des maires. Le VICOS n'est pas le ministère de l'Intérieur.
Donc tout ce qui concerne la politique de la décentralisation, ça relève de l'État. Mais il y a des projets quand même oui, entre... j'arrive. Okay. Quand on parle de solidarité entre les maires, entre les communes, c'est de mettre en place une politique qui permet de partager les expériences des élus. C'est ce qu'on appelle la gouvernance démocratique locale. Vous avez la gouvernance participative, vous avez les partages d'expériences qui permettent de mutualiser les forces des collectivités. Moi, j'ai pour projet de faire en sorte que dans les régions, toutes les communes d'une région soient jumelées entre elles. Toutes les communes d'une région. Soient jumelées entre elles. Pour avoir un maire. Non, pas avoir un maire. Qu'elles partagent leur politique de développement. Tout à fait. Et mutualiser les achats. Vous savez que les maires achètent beaucoup de matériel de fourniture pour les bureaux. Si par région on mutualise, ça peut avoir un effet sur les coûts. Déjà, non, ça n'existe pas encore. Voilà. Toutes les villes, non. Entre les villes, dans une région, ça n'existe pas. Déjà, en certaines villes, ça existe. En certaines villes, ça existe, mais c'est très marginal. Ouais. Je vais en faire une vraie politique maintenant. Très bien. Donc, regrouper les maires à ce niveau-là. Deuxième chose, c'est le statut des maires. Ça, vous allez introduire tous les maires de Côte d'Ivoire, ils vont vous dire, notre priorité des priorités, c'est notre statut. Quel est le statut que l'État de Côte d'Ivoire accorde aux élus de Côte d'Ivoire? Et là-dessus, j'ai mon idée. Puisque, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a plusieurs maires qui sont députés et nous allons travailler en synergie au Parlement et au Sénat pour que enfin ce texte-là arrive et qu'on le vote. D'accord? C'est une priorité. Autre priorité, mais comme je l'ai dit, c'est de remettre le but aussi aux maires. Parce qu'effectivement, si on veut réagir par rapport aux partis politiques, il y a une division au sein de l'UBIC aussi. Si les partis politiques veulent voter en fonction de leur palabre à l'extérieur de l'UBIC aussi, on a toujours le RADP qui dirige le maire. Or, ce n'est pas une affaire de parti politique. Le RADP a ses élus, le PDCI a ses élus, le PPACI pareil, mais pour ce qui concerne les problèmes des maires, les maires ne raisonnent pas en parti politique. Et c'est pour ça que je suis confiant dans cette affaire-là. Et que je pense qu'on peut gagner l'élection. Parce que je sais que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est nos statuts. Et là-dessus, tous les maires sont unanimes. Il n'y a pas un seul maire qui va aller au contraire de cette volonté de donner un statut au maire. On a Daouda pour la dernière intervention. Voilà. Ok, merci beaucoup. Monsieur le député maire, bientôt président de l'UBIC aussi, je vous le souhaite. Hein. Je vous le souhaite. Ce serait tant mieux. Voilà, je n'ai pas fini. Je pense que ça commence à faire beaucoup. Député, maire, président de l'UBIC aussi. Pourtant, je me rappelle lors de l'un de vos passages sur ce même plateau, vous êtes farouchement contre le cumul de postes et autres, ça et là. Oui. Donc, trois postes, ça pose problème. Ça va revenir chaque fois. Mais non, rapidement, je vais juste terminer par ça. Oui, allez-y. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a comme une incohérence entre ce que vous dites et ce que vous-même vous faites? Il n'y a pas d'incohérence. Le BIC aussi est une fêtière privée. C'est un titre. Cumul de mandats, cumul de postes quand même. Non. Ce n'est pas une élection au suffrage universel. C'est une organisation privée. C'est les maires. Qu'on ne soit même pas député, qu'on ne soit pas député maire, mais dès l'instant où on est maire et qu'on devient président de l'UBIC aussi, c'est un cumul. Or, c'est les maires qui doivent diriger l'UBIC aussi. Donc, de point de vue, je ne pense pas que ça pose un problème de... Justement, voilà. que pour rajouter sur ce que Daouda a dit, c'est au niveau de la perception que les populations auront de vous. Est-ce que les gens ne vont pas se dire au niveau de l'opinion publique que Assalé, il vise trop? Mais mon adversaire, le maire du Baké, il est député maire, non? Oui, il est ministre, non? il a laissé son poste, il n'a jamais contesté. Non, il a laissé quoi? Il a laissé quoi? Non, lui n'a jamais contesté. Il n'a jamais contesté. Et puis il a un suppléant, je crois. Non, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on part sur le principe que vous posez, ça veut dire que des gens qui peuvent apporter quelque chose à une fêtière, la laisserait à des gens qui croulent sur le poids du cumul. Non, c'est pas ça le point. C'est pas ça le point. C'est votre, en fait, le point ici. Non, je comprends. Permettez. Je vais vous dire un truc. Non, je ne pas fini. Il va terminer. Je vais poser juste le sujet. Mon problème, ce n'est pas les autres. Mon problème, c'est M. Assalé Teboko. Mais je vais vous expliquer. Qui, à chaque fois, sur n'importe quel plateau, n'importe quelle tribune, dira je suis contre le cumul des mandats. Mais là, c'est ce que vous faites. Je vais vous expliquer clairement. Dans les statuts de l'ADCI, il est clairement écrit dedans que nous sommes contre le cumul. D'accord? J'ai proposé une loi au Parlement qui interdit les cumuls. Qu'est-ce que vous entendez par cumul, monsieur le maire, concrètement? D'abord, le cumul est prescrit par la Constitution. Voilà, comme l'article 15 de la Constitution, on dit clairement dedans qu'on peut être député, mais c'est dans la Constitution. Ça veut dire qu'il faut qu'on modifie la Constitution pour que ça soit interdit. Et moi, j'ai fait la proposition. Si ce n'est pas interdit, eh bien, ce qui est autorisé par la Constitution, je m'y inscris parce que je pose un problème d'ordre éthique. Mais à partir du moment où c'est constitutionnel, et que si je ne le fais pas, d'autres viennent récupérer les fonctions qu'on peut utiliser pour agir,
moi j'y vais. Maintenant, si les gens sont logiques avec eux-mêmes, eh bien qu'on me suive et qu'on interdise. Si on a interdit, tout le monde est au même pied d'égalité. Mais le Bukossi, c'est une fêtière privée. On est élu député maire, mais on peut aller diriger le Bukossi, puisque ce n'est pas interdit par nos textes. Voilà ce que moi je dis toujours. Donc cette question qui est, j'allais dire, récurrente, qui est posée chaque fois que je suis sur un plateau, je suis logique avec moi-même. Je suis allé jusqu'à proposer un texte de loi pour vous le dire, allons-y, suivez-moi, interdisons cela. Si vous ne voulez pas le faire, moi je le ferai comme vous. Mais en attendant, c'est tout. Vous ne crachez pas en tout cas sur la Ah non, moi je les prends au mot. Et je les prends au mot. S'ils sont logiques avec moi, on va voter le texte et puis c'est fini. Mais si vous ne votez pas le texte avec moi, je ferai comme vous. Il ne vous laisserez pas l'espace pour que vous le tuiez alors qu'il y a un texte au Parlement et vous devez le voter. Mais d'un point de vue éthique, d'un point de vue éthique, M. Assaleh aurait dû refuser. Refuser quoi? D'un point de vue éthique, ne pas accepter le cumul. Il va répondre et puis on va passer à autre chose. Je n'ai pas accepté le cumul. En fait, ce que vous devez comprendre... Vous dites, si on n'interdit pas, en fait, moi je le fais. Il va réagir. Ce que vous devez comprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, être député maire, c'est dans la Constitution. C'est autorisé par la Constitution. Bien sûr. Quand on est ministre et qu'on est député, on ne siège pas. C'est interdit par la Constitution. C'est ça. Donc ce que vous appelez le cumul, en fait, ce n'est pas reconnu par la Constitution ivoirienne. C'est juste un abus de terme. Et donc, à partir du moment où c'est constitutionnel, ce que j'évoque n'est qu'une volonté de ma part. Très bien. Et c'est pour ça qu'il a traduit dans un texte de loi pour dire, allons-y, interdisons cela pour que tout le monde en prenne acte. En attendant si ce n'est pas le fait, texte on va y aller. de loi soit pris et que vous puissiez donc vous aligner en fonction du texte, à voir quelle position vous abandonnez. Qu'est-ce que vous avez à dire aux différents maires qui vous écoutent assurément et également, in fine, aux populations écoutez, je pense que mes collègues maires, je leur ai adressé un courrier, je leur ai adressé une correspondance à tous les maires de Côte d'Ivoire. Chacun l'a reçu dans en privé. Chacun a dû le lire. Depuis hier, nous sommes en train de leur transmettre notre programme. Mais ce que je veux dire pour terminer là-dessus, c'est que le 5, nous allons voter pour le président de l'Ubukossi. Quel que soit celui qui va être élu, ce que nous attendons, c'est que les problèmes des maires soient portés. Est-ce que vous allez toujours moi, je suis convaincu que c'est une erreur de notre part, en tant qu'élus locaux, d'avoir à la tête de la fêtière un membre du gouvernement. Je considère que c'est une erreur. Mais si le 5, mes collègues pensent que ce n'est pas une erreur et qu'on peut continuer dans cette voie-là, alors que 20 ans durant, on l'a fait, ça n'a pas marché, eh bien, en ce moment-là, on prendra tous acte. Mais je pense que le moment est venu pour que les élus de Côte d'Ivoire, tout parti politique mis de côté, se mettent ensemble pour avoir une seule voix devant l'État, pour dire à l'État réellement les difficultés que les maires ont dans leur gestion quotidienne. Très bien. Et je voulais terminer dessus par un élément important. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire envisage de déployer la Cour des comptes dans les régions. Oui. Donc, pour aller dans la proximité. Si aujourd'hui la Cour des comptes débarque dans les collectivités et essaie de vérifier comment les collectivités sont gérées, les 201 maires de Côte d'Ivoire seront en porte-à-faux avec la loi par rapport à l'enlèvement des ordures. En fait, la loi nous interdit d'enlever les ordures dans nos communes. Que c'est la loi nous interdit d'enlever les ordures dans nos communes. C'est l'affaire de l'ANAGED. Mais devant l'incapacité de l'ANAGED, devant sa disparition sur le terrain, les maires sont obligés de trouver une formule avec les ressources de leur collectivité pour ramasser les ordures. Mais la Cour des comptes viendra dire vous n'avez pas le droit de le faire parce que la loi ne vous autorise pas ça. Est-ce que justement l'ANAGED, vous les avez interpellés par courrier? Mais le Bukossi, si il y a l'ANAGED. Le Bukossi est membre du conseil d'administration de l'ANAGED. Et le Bukossi n'en parle pas, ben ce que vous dites. Très bien. Merci beaucoup, honorable. Il est maire, il est député donc de bientôt Tiassalé. Président. Il souhaite être président de l'UBICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Merci, bon vent à vous. Et tout à l'heure, on a affiché donc le visuel du ministre Amadou Koné, maire de Bouaké, qui est également candidat à cette élection. Voilà, sa thématique, son credo. Ensemble pour une UBICOSI au service de tous les élus locaux et l'accélération de la décentralisation. Et nous invitons en même temps tous les candidats à venir et parler également de on s'en va déjà demain, ça commence demain. C'est pas grave. Voilà. Monsieur Assaleh, vous n'avez plus la parole. Il faut qu'il vienne, il peut venir aussi. Merci infiniment. On va écouter, Merci d'être venu. On se retrouve juste après, à tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne après donc la session d'information. N'était-il pas important et opportun pour la Côte d'Ivoire d'initier un tel salon? Je parle du Salon international des ressources extractives et énergétiques dont le lancement a été fait par son Excellence le Premier ministre Robert Begré Mambé hier.
Élysée nous en dit davantage. Élysée. Oui, le Salon international des ressources extractives et énergétiques est un salon, sera sa première édition, démarre dans le mois de novembre jusqu'à décembre. C'est pour le gouvernement ivoirien, selon les explications données aussi bien par le Premier ministre que par le ministre, c'est une volonté du gouvernement ivoirien de mettre en œuvre une ambition, celle-là de parvenir au mix énergétique, surtout qu'après la COP21 qui a eu lieu en 2015, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris l'engagement de parvenir au mix énergétique avec environ 45% de sa production. Et donc ce salon-là doit pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser cette ambition-là en ouvrant déjà, je vais dire, l'espace, je veux dire, ivoirien, vraiment à toutes ces énergies-là, notamment les énergies renouvelables. Vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques mois de cela, on a inauguré la station photovoltaïque de Boundiali. Là même ce soir, il y a une convention qui a été signée encore avec un autre opérateur pour mettre en place une autre centrale photovoltaïque aussi, mais cette fois-ci à Kong. Voilà, c'est prévu pour le premier trimestre 2026. Donc il y a une volonté manifeste vraiment des autorités ivoiriennes, comme le président lui-même l'a dit, de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique sous-régional. Aujourd'hui, nous sommes dans une capacité produite d'environ 3000 MW. L'objectif aujourd'hui, c'est d'ici 2030, multiplier ce chiffre-là par 3 en fait. Vraiment pour mettre la Côte d'Ivoire à l'abri vraiment de tout besoin énergétique. Donc ce salon-là vient en fait comme un élément booster de cette ambition du gouvernement. Est-ce qu'on aura d'autres pays invités justement à participer à ce salon? Oui, c'est un salon international, donc c'est ouvert vraiment à tous les pays, à tous les pays qui sont désireux. Aujourd'hui, on a quand même déjà des pays qui sont annoncés. Lesquels? Mais bon, disons, c'est généralement les pays occidentaux. Hein. Voilà, il y a quelques partenaires quand même ouest-africains, comme le Nigeria aussi, qui est un grand producteur de pétrole, et l'Angola, en tout cas un certain nombre quand même de pays, l'Algérie et autres, tout ça qui sont quand même des grands pays de ressources énergétiques et qui sont là. Et la Libye aussi qui revient en France. Oui, mais à côté d'eux, il y a des pays occidentaux. C'est surtout les pays occidentaux, c'est pour la technologie en fait. Voilà, pour ce qui concerne l'exploitation énergétique, la production, le conduit de l'électricité, c'est un peu tout ça. Mais à côté aussi, la Côte d'Ivoire a ouvert aussi ce salon-là à ses voisins. À ses voisins, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire vend de l'énergie à ses voisins d'à côté. Donc, il les a invités aussi pour qu'ensemble, comme il le dit, veut être un hub sous-régional, c'est pour pouvoir permettre quand même à la sous-région de bénéficier de ce plateau dont la Côte d'Ivoire pourra disposer d'ici quelques années. Daouda, un point succinct avec vous. En fait, ce que pour avoir regardé ça de très près, le live, j'y étais en plus. Le pays invité d'honneur, c'est la Norvège, parce que ce pays a été choisi justement pour ses efforts en matière d'énergie et d'énergie renouvelable. Non, pas pour leur avancer en matière en secteur mine, pétrole et énergie. Et les autres pays qui sont aussi attendus, il y a l'Allemagne, le Botswana et puis la Zambie qui vont véritablement venir partager leur expérience. Parce que le point, selon le ministre de l'énergie, M. Mamadou Sangafoua, il estime qu'on a découvert baleine, Kalao, il y a eu un gisement de, on dit quoi? D'orifères, et puis il y a de coltan et autres. On a tout ça aujourd'hui. Donc pour lui, il est important qu'on fasse un salon pour que des gens qui ont eu ça avant nous aussi viennent pour partager leur expérience, de sorte à ce que nous aussi, on puisse tirer des leçons de leur expérience. Et puis pour pouvoir élaborer des politiques nationales intégrées, des ressources minérales, et pour susciter aussi des investissements et des innovations au niveau local. Très bien. Barry, un tel salon, évidemment, devra regarder aussi la formation. Tout à fait. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est une plateforme en matière énergétique, faut le dire clairement, que ce soit pour les mines, que ce soit pour le pétrole ou l'énergie. Donc c'est normal que ce salon-là soit organisé pour partager les expériences et surtout s'inspirer des modèles, parce que la Norvège c'est pas un invité fortuit, c'est un pays producteur de pétrole, mais c'est aussi un pays où il y a beaucoup d'exploitation des terres rares, parce qu'on parle souvent d'énergie, mais on oublie cet aspect des choses-là. Donc le Botswana, c'est un pays, c'est le premier pays producteur de diamants, sauf Eured Mapa, sur le continent africain. Voilà, comment dirais-je, l'Allemagne, on sait que c'est un pays industrialisé, donc ils peuvent apporter de l'expérience en matière de transformation. Voilà, un profil particulier. Voilà, chaque pays a un profil particulier. Et la Côte d'Ivoire qui aspire à l'industrialisation globale, naturellement, a besoin de ces expertises-là pour pouvoir moderniser son industrie.
Sarah, un mot? Oui, je voudrais juste insister quand même sur le potentiel en Côte d'Ivoire du secteur des mines, énergie et pétrole. Un gros potentiel, on a mentionné le gisement aurifère que tu disais, Daouda, tout à l'heure, c'est de classe mondiale, c'est le 3e plus gros d'Afrique de l'Ouest. Dans les hydrocarbures, évidemment, il y a le gisement baleine. Et puis, on produit aussi du pétrole brut. On est à 150 barils par jour et on souhaite augmenter ça à plus de 200 d'ici 2027. 150 000. Donc, tout ceci, 150 000 barils par jour. Donc, tout ceci va créer de l'emploi, de la richesse pour le pays, des revenus aussi d'exportation au-delà du cacao. Et aussi, ça va toucher l'Ivoirien dans son portefeuille aussi directement, parce qu'il y aura du coup une meilleure maîtrise des prix de l'électricité et des produits pétroliers. Donc vraiment, ce forum, il est absolument important, ce salon, pardon, pour promouvoir les opportunités d'investissement dans ces secteurs-là, présenter tous les grands projets prioritaires, promouvoir bien sûr tous les métiers des différents secteurs et renforcer les partenariats interrégionaux et internationaux pour l'objectif quand même, c'est de mobiliser aussi des financements. Très bien, merci beaucoup Sarah. Élisée, vraiment la demi de la demi de la demi. Oui, la demi de la demi. Je veux dire, je voulais relever un point quand même qui pour moi semble essentiel. Quand on a toutes ces découvertes, quand on a toutes ces potentialités, l'idéal, ce n'est pas forcément que les ressources viennent d'ailleurs pour le faire. Il faut apprendre les ressources sur place. Et à cet effet-là, l'État a mis en place un institut de formation, déjà même sur le photovoltaïque, qui est en train d'être achevé dans la zone de Yopougon. Et il y a plusieurs autres instituts comme ça. C'est une occasion de lancer un appel aux jeunes. Quand on donne des informations comme ça, ne restez pas vraiment figés dessus, mais, ou du moins ne restez pas dubitatifs. Il faut vous intéresser. Il faut commencer maintenant peut-être à se réorienter, parce qu'il y a vraiment du potentiel qui est en train de se mettre en place. Et si tant est qu'on veut s'insérer dans le tissu social, je pense que voici une bonne voie qu'on peut déjà commencer à apporter. Avec le développement surtout du contenu local également. Alors messieurs, quand on parle du CIREC, c'est très important, c'est bien. On a montré un peu toutes les bonnes choses que cela va apporter à la Côte d'Ivoire avec tout ce qu'on découvre, mais en même temps, il faut s'arrêter, regarder ce qui se passe du côté du fleuve Cavali. Le fleuve Cavali donc a été pollué au cyanure. Daouda, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Ouais, effectivement, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23, aux environs de 4 h du matin, juin, oui, dans le village de, peut-être que je vais mal prononcer, Douya-Touo, en fait, il y a la mine d'or de Iti qui est là-bas, et donc il y a une digue qui, vous savez que le cyanure permet d'amalgamer, qu'on appelle ça, l'or. Et donc, la digue qui barrait les déchets des eaux, finalement, cette digue de la mine a cédé, par conséquence, qui a véritablement pollué l'eau. Donc, conséquence, l'eau ayant été polluée, il y a des poissons morts qui ont commencé à se déverser un peu partout, comme au niveau de Koumassi. On avait vécu, bien sûr. Voilà qu'on avait vécu. Mais malheureusement, à la différence de Koumassi, les gens de la zone, 40 personnes précisément de la zone, ont consommé ces poissons-là. Donc, ils sont tombés malades. Mais Dieu merci, je pense que les autorités locales et au niveau même du ministère des Mines et de l'Énergie et surtout au niveau de l'environnement, le CIAPOL, ils ont pris les choses en main. En faisant quoi? Dans un premier temps, ils ont cherché à obstruer, comment on appelle ça, la digue qui a cédé dans un premier temps. Ils ont commencé à faire de la sensibilisation dans pratiquement toute la région pour interpeller les uns et les autres à ce qu'ils fassent, de sorte à ce qu'ils fassent attention à tout ce qui vient de l'eau. Et l'autre chose qu'ils ont essayé de faire aussi, ils ont fait de la surveillance, mais surtout, ils ont raclé le sol de sorte à ce que, en fait, le produit chimique qui s'est déversé puisse ne pas aller un peu plus loin que ça. Voilà, la dépollution de la zone. Et aujourd'hui, ils ont commencé à incinérer tous les poissons qui étaient morts. Voilà les mesures rapides qui ont été prises selon les informations que j'ai pu avoir, ça et là, sur la question. Alors, justement, quand on a ce point, Barry, comment est-ce que vous réagissez à cela? Dépollution, comment ça va se passer? Certaines populations ont consommé déjà les poissons. Ils ont été pris en charge aussi, oui. Ils ont été pris en charge. Oui. Alors, justement, comment est-ce que la perception des populations, justement, dans un tel environnement, on est quand même dans le département de Zonguien et on dit vraiment, il y a quoi? Tous ceux qui sont couchés malades à cause de la consommation de ces poissons-là. Barry, quel commentaire tout ceci appelle de vous? Bon, il faut dire que la première difficulté réside dans l'insouciance des populations. L'insouciance. Voilà, les gens, ils sont insouciants. Quand ils voient le poisson, ils ne savent pas réellement. Est-ce qu'ils ont été, voilà. Est-ce que réellement les gens savent c'est quoi le cyanure ou les conséquences que le cyanure a sur un aliment contaminé que vous consommez? Ils ne savent pas. Et peut-être que les gens consomment l'eau de marigot aussi là-bas. Non, justement, c'est là où j'allais en venir. Parce qu'on est quand même
pratiquement en milieu rural. Les gens n'ont pas accès à toutes les informations. Ça. On a dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire devient une plateforme minière. Les mines ont des avantages et des inconvénients. Donc, il va falloir qu'on cultive une habitude au niveau des responsables des entreprises et des autorités compétentes pour une meilleure sensibilisation. Parce que les ressources halieutiques font vivre la plupart des ménages vivant à côté des cours d'eau. Donc, si le gars doit aller chercher son poisson en pêchant, qui voit un poisson au bord, naturellement, le premier réflexe de l'insouciant, c'est de prendre le poisson et le consommer parce que lui ne sait pas que le poisson est contaminé. Donc, il faut renforcer le dialogue entre les entreprises qui exploitent les mines, les populations et les autorités compétentes parce que ça va nous éviter des gros scandales. Au Nigeria, par exemple, une année, il y a eu des enfants qui ont été empoisonnés au plomb. Et au début, personne ne savait. Parce que l'information n'avait pas fuité. Mais ça fait un scandale pendant de nombreuses années. Donc, autant les mines apportent une sécurité financière au pays et aux populations, autant il y a de gros risques. Parce que la digue qui a cédé, Daouda l'a dit, c'est autour de 4 heures du matin. Les gens sont en train de dormir. Et généralement, les pêcheurs, je pense que c'est la nuit beaucoup. Bien sûr, c'est leur métier. Donc, ils ne savent pas. Très bien. Mais il faut dire que les entreprises ont beaucoup de responsabilités dans ces situations. Justement, avec Élisa, on parlera justement de la responsabilité des entreprises, la responsabilité conjointe des responsables des cités, des collectivités. Comment réagir avec diligence pour ne pas justement avoir les populations venir faire la pêche? Comment communiquer rapidement pour éviter que ce genre de situation ne se produise? Bon, je pense déjà qu'il faut déjà préciser que les entreprises comme Endeavour Mining, dont on parle actuellement, qui est l'une des plus grandes sociétés aurifères du pays, sont des sociétés quand même qui, à leur sein, ont une division en charge vraiment de tout ce qui est incident, je vais dire de pollution et autres, tout ça. Maintenant, après, vous savez que chaque région est organisée selon la loi sur la collectivité territoriale. Dans ces cas de figure, généralement, c'est le préfet qui devient du coup le président du comité de crise. Donc, lui, comme il est en contact avec les collectivités, avec les populations et tout ça, qui réunit tout ça, et ça a été fait. Quand vous lisez l'article, effectivement, le préfet a réuni tout ce groupe-là et des informations sont passées de sorte à ce que rapidement, les populations soient sensibilisées sur le fait de ne pas déjà consommer ce qui est dans le fleuve et puis qu'on essaie de faire une évaluation du niveau d'incident en réalité aujourd'hui, le niveau de contamination pour que, effectivement, les procédures de dépollution qui doivent être mises en place, aussi bien, comme il a dit, par le CIAPOL et même la division au niveau de la mine qui est en charge de la dépollution se mettent en marche. C'est dit déjà que l'incident est pris en charge. L'incident est déjà pris en charge. Maintenant, je pense que ça nous amène à une réflexion un peu plus approfondie. C'est vrai. Depuis que Endeavour Mining est là-bas, on n'a pas connu ça. Ça fait des années qu'ils exploitent la mine d'or de Haïti. On n'a pas connu, mais voilà que c'est arrivé. Ça veut dire que le travail de l'homme n'est pas parfait. Il peut arriver des moments où il y a des incidents. Ça nous amène justement à nous dire qu'il faut qu'on renforce nos capacités de réaction devant les situations pareilles. Ça peut arriver. Ça peut arriver à Mining, Endeavour, ça peut arriver à Tongon, à Koro, ça peut arriver un peu partout. Donc il faut qu'aujourd'hui, l'incident qui est arrivé là, ça nous interpelle sur la nécessité de mettre en place un mécanisme qui soit vraiment un mécanisme très rigoureux, qui permette une prise en charge rapide d'un tel incident, et puis éventuellement éviter que des populations déjà commencent à souffrir des affres, je veux dire, de cette pollution. Maintenant, comment on va le faire? Comment ça va se faire concrètement? Comme je l'ai dit, des actions ont déjà commencé à être menées, aussi bien par la division anti-pollution de Endeavour Mining que par le CIAPOL. Voilà. Alors, justement, à votre suite, Élisée, la pollution du fleuve, confirmée donc par les installations de la mine, s'étend désormais jusqu'à tout le Pleu. C'est ça. Alors, les populations ont été donc sensibilisées à ne pas consommer les poissons du fleuve jusqu'à nouvel ordre, en espérant qu'il y a quelque chose de palliatif qui soit proposé pour éviter que d'autres personnes se disent, comme on a l'habitude de l'entendre, ça ne statue pas africain ou c'est rien, on va peut-être le briser un peu et puis ça passera. On va le faire bouillir. On va le faire bouillir. Bon, il faut vraiment, comme Barry l'a dit, penser très sérieux et puis s'abstenir. Sarah,
Qu'est-ce que cela appelle de vous? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Barry. La sensibilisation est absolument importante. Mais là, pour le coup, comme il s'agit d'un accident causé par une entreprise privée, c'est aussi de la responsabilité de cette entreprise de propager le message qu'il y a un vrai danger, qu'il y a eu un accident et de prendre du coup des mesures pour nettoyer et vraiment sensibiliser aussi à la population du vrai danger. Je pense que ce sera du coup, le message sera pris beaucoup plus au sérieux. Vous savez, la pollution au cyanure suite à un accident ou à une fuite, malheureusement, dans les mines d'or, c'est assez fréquent. C'est arrivé aussi ailleurs dans le monde. Le cyanure joue un rôle malheureusement important en fait dans l'extraction de l'or. Et pour le coup, malheureusement, l'incident de ce type de pollution engendre des catastrophes au niveau de la consommation de poissons, etc. C'était arrivé en 2000 en Roumanie où il y avait une rupture de barrage qui avait entraîné la contamination du Danube et des tonnes de poissons avaient été tués. Au Brésil, en 2019 aussi, on a eu un incident très similaire à cause d'une mine d'or. Donc vraiment, les mesures aussi à prendre, elles sont aussi relatives aux réglementations. Elles doivent être beaucoup plus strictes, à mon sens, pour qu'il y ait des règles très précises en ce qui concerne le stockage, le transport, toute la logistique autour de ces produits et aussi qu'il y ait des audits plus réguliers, qu'on ne se dise pas « Ah oui, on aurait dû effectivement mettre des vidéos de caméras de surveillance à tel endroit après l'incident ». Parce qu'on sait que ça arrive, on a des cas de figure dans plusieurs pays où ces choses-là se produisent et créent des contaminations affreuses. Donc essayons de prendre les bonnes mesures strictes en amont. Est-ce qu'on sait pourquoi le barrage justement a lâché, Daouda? Non, je pense Il a lâché à 4 h du matin, mais avons-nous les raisons? Quand j'ai essayé d'appeler ça et là, les gens qui sont peut-être plus ou moins proches du dossier, c'est les déchets de l'extraction de la mine, la boue et autres, qui ont forcé un peu le barrage. Qui ont forcé un peu le barrage, qui a fait que la digue a cédé en fait. Justement, quelle est la responsabilité? Mais c'est forcément en la matière, la responsabilité de l'entreprise est engagée. Et je pense que sûrement, elle va puisque il y avait eu des grabuges là-bas parce que l'accès de la voie à la mine avait été bloqué par les populations de la région. Mais finalement, comme les choses ont été prises en compte très rapidement, la chose est rentrée dans l'ordre. Mais au-delà aujourd'hui, c'est Endeavour Mining, une entreprise légalement constituée qui est connue mondialement, qui a cet incident. Mais moi, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres aujourd'hui, de nos parents villageois, les mines, qu'on appelle ça? L'orpaillage clandestin. L'orpaillage clandestin. Aujourd'hui, c'est Endeavour Mining. Mais il y a des sociétés fictives, des gens qui tous les jours le font. Ils sont en train, souvent, ils vont exproprier certains de nos parents, certains des villageois et autres. Et à petit feu, il y a des villageois qui boivent cette eau-là sans même savoir que l'eau qu'ils sont en train de consommer est contaminée. Donc, c'est le lieu pour moi d'attirer l'attention de nos villageois. Parce que souvent, on dit orpaillage clandestin, mais souvent, disons-le clairement, nos parents villageois sont aussi complices avec ces personnes qui viennent s'installer pour faire ce genre de pratiques-là. C'est une... Oui, parce qu'il faut attirer l'attention des pouvoirs publics. Quand vous voyez de l'orpaillage clandestin, au-delà de détruire vos terres, mais c'est vos vies qu'elles détruisent. C'est cela. Merci beaucoup, Daouda. On a terminé l'émission. Il est 20h30. Merci. En tout cas, nous attirons l'attention des pouvoirs publics de cette région-là, des entreprises en charge d'eux, à l'effet de prendre des mesures pour protéger la flore halieutique et puis les populations qui y vivent. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Christelle. Barry, merci. Bonne soirée, Élisée. Daouda, bonne soirée à vous. Bonsoir. Encore de retour demain par la grâce du Tout-Puissant. Portez-vous bien, les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.